nous allons donc appeler la communication suivante par donc, le professeur Souleymane Bachir Diagne, qui est professeur, enfin actuellement ancien professeur à l'université de Dakar et maintenant professeur à l'université Columbia à New York, qui va donc nous parler de l'Europe depuis l'Afrique. Chers collègues, mesdames et messieurs, je voudrais commencer par l'expression de mes remerciements et de mes regrets. Remerciements, bien entendu, pour l'honneur qui m'a été fait d'être invité à participer à cette conférence et regrets que la période ne me permette pas de faire le voyage à Paris et d'être physiquement présent avec vous à cette rencontre. Alors, un événement récent qui a eu lieu il y a quelques jours seulement a donné une inflexion et une coloration nouvelle au sujet que je m'étais proposé de présenter pour répondre à l'invitation de Samantha Besson. Cet événement, c'est le sommet Afrique-France qui s'est tenu à Montpellier ce 8 octobre 2021. Bien sûr, ce sommet ne concernait que la seule France et non l'Europe, qui est le sujet de notre rencontre. Cette Europe qui s'invente difficilement aujourd'hui au-delà des États-nations. Mais ce qui était en jeu dans la forme prise par ce sommet et d'abord sa raison d'être, éclaire la réflexion sur ce qu'est l'Europe vue d'Afrique et pourquoi, dans le mouvement de son invention, il importe à l'Europe de se regarder aussi dans le miroir africain. Un mot donc tout d'abord sur le sommet auquel j'ai modestement participé. J'étais en effet de l'équipe à laquelle l'historien camerounais Achille Mbembe a demandé de l'accompagner dans la mission que lui avait confiée le président Emmanuel Macron. Cette mission était d'organiser des dialogues dans plusieurs pays africains pour nourrir un rapport qui ferait l'état des lieux de la relation entre la France et le continent africain, en même temps qu'il indiquerait les voies et moyens d'une refondation de cette relation pour l'avenir. Le contenu de la lettre de mission pourrait se résumer en ces mots prononcés par le président Macron à l'Institut Montaigne: changer le regard de l'Afrique sur nous. Ceci est une citation du président Macron. Nous, c'est bien sûr la France, mais on peut dire que c'est plus généralement l'Europe. Et d'ailleurs, le président lui-même précise qu'au-delà de la France, il a la vision dont il souhaite qu'elle se traduise en réalité dans un avenir à construire d'un axe qui serait constitué de part et d'autre de la Méditerranée par l'Europe et l'Afrique. On pourrait bien sûr se demander s'il y a là plus que la simple rhétorique, en réponse à une situation qui apparaît clairement aujourd'hui comme l'obstacle d'un sentiment anti-France assez largement répandu en Afrique francophone, surtout chez les jeunes, à la promotion des intérêts de ce pays sur un continent dont on reconnaît désormais le potentiel pour l'avenir dans l'économie mondiale. C'est bien clairement, en effet, la raison immédiate de la mission qui a été confiée à Achille Mbembe, un historien connu pour ses écrits post-coloniaux. Celle de faire un sommet non pas avec les chefs d'État d'Afrique, comme c'était la tradition, mais avec les sociétés civiles du continent pour mettre sur la table les différends afin de pouvoir les apurer, ainsi que s'exprime le rapport écrit par Achille Mbembe. Cependant, cette situation d'une réponse à un sentiment anti-France n'épuise pas toute la signification de cette proposition, changer le regard de l'Afrique sur l'Europe. Et c'est cette signification que je voudrais maintenant examiner en donnant d'abord tout son poids philosophique au mot « regard ». Et je parle ici de poids philosophique en pensant à l'importance du thème du regard
dans la philosophie existentialiste et plus particulièrement au rôle que ce thème joue dans un texte célèbre de Jean-Paul Sartre qui porte sur la relation entre l'Europe et l'Afrique avec sa diaspora. Ce texte, c'est la préface que le philosophe a donnée en 1948 sous le titre « Orphée noir » à l'anthologie de poésie publiée par Léopold Sédar Senghor, anthologie de la poésie nègre et malgache en langue française. C'était le titre de ce recueil réuni par Léopold Sédar Senghor, et Sartre avait accepté d'en écrire la préface, et cette préface était Orphée noir. Après avoir indiqué que l'Europe avait longtemps joui du privilège de voir sans être vu, j'ai cité Sartre, ce dernier écrit, je le cite, « Jadis Européens de droit divin, nous sentions déjà notre dignité s'effriter sous les regards américains ou soviétiques. Déjà, l'Europe n'était plus qu'un accident géographique, la presqu'île que l'Asie pousse jusqu'à l'Atlantique. Au moins espérions-nous retrouver un peu de notre grandeur dans les yeux domestiques des Africains, mais il n'y a plus d'yeux domestiques. Il y a les regards sauvages et libres qui jugent notre terre. » Fin de citation. Alors, on notera d'abord au passage que le propos du philosophe manifeste la provincialisation à la fois géographique et géopolitique de l'Europe. Si ce mot de provincialisation de l'Europe, cette expression de provincialisation de l'Europe est associée à l'Indien Dipesh Chakrabarti, on voit bien ici que déjà en 1948, Sartre invitait à en penser le concept. Voir sans être vu, c'est être en même temps dans l'affirmation de soi, de son identité, et dans l'invention des autres. En particulier ce tout autre qu'a fabriqué le discours de l'Europe dans son invention de l'Afrique. Cette expression, invention de l'Afrique, vous l'aurez reconnu, est le titre du livre de Valentin Mudimbe qui vient d'être traduit en français. Et ce titre lui-même fait écho, on le sait, à un autre titre qui est aussi celui d'une invention par l'Europe de cet autre qu'est l'Orient créé par l'Occident. Et je reprends ici le sous-titre du livre d'Edouard Saïd intitulé « L'orientalisme ». Avant Sartre, dans des écrits peu connus sur le colonialisme, Simone Weil, la philosophe Simone Weil, avait elle aussi pris au sérieux l'idée d'un regard que l'on retourne lorsqu'elle a attiré l'attention sur ce fait que, je la cite, « on ignore depuis la position décentrée qu'offre l'Empire que la France n'est pas, aux yeux de la plupart de ses sujets colonisés, la nation démocratique, juste et généreuse qu'elle est aux yeux de tant de citoyens français, moyens et autres. » Donc les yeux des sujets, les yeux des citoyens. Simone Weil écrit cela en 1938 dans un article intitulé « Qui est coupable de menées anti-françaises ?» Cet article est repris avec d'autres textes contre le colonialisme, dont elle découvre, dit-elle, la tragédie pendant l'exposition coloniale de 1931 et donc juste après la révolte de Yen Bai en Indochine. Et ce texte est repris dans ses écrits historiques et politiques. Dans le propos de Sartre, comme dans celui de Simone Weil, mettant le discours que l'on tient sur soi à l'épreuve de ce que l'on est pour autrui, le regard a pour fonction de décentrer. Et c'est à un tel décentrement qu'invitent les deux philosophes dont l'enjeu est à la fois mémoire et ouverture de l'avenir. Alors parlons d'abord de la mémoire, qui est bien sûr ici celle coloniale. Car l'Europe vue d'Afrique, c'est massivement une Europe de la puissance impériale. C'est l'Allemagne qui s'est accordée au Congrès de Berlin des terres en Afrique australe et en Afrique de l'Ouest. C'est la Belgique qui s'est donné un territoire congolais bien plus grand qu'elle, à laquelle se sont ajoutées après la Première Guerre mondiale les colonies de l'Allemagne vaincue, qui étaient le Rwanda et le Burundi.
C'est la Grande-Bretagne, fière d'un empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais. C'est la France en compétition, comme toujours, avec Albion sur le continent africain cette fois-ci. C'est l'Italie, trop tard venue pour tenter l'aventure coloniale dans laquelle elle s'est lancée en Cyrénaïque et en Afrique orientale. On entend aujourd'hui le propos, qui est souvent un propos impatient et exaspéré, celui de ceux qui déclarent que parler de mémoire, c'est revenir encore et toujours sur l'histoire ancienne. De ceux qui voudraient que le discours européen de l'invention de soi se fermât justement, comme on voudrait aussi que ce soit le cas pour les frontières de l'Europe, au discours et au monde post-colonial. La réponse à faire à ce propos est simplement que c'est de l'histoire ancienne, bien sûr, mais que la mémoire, elle, est toujours au présent. Que simplement passer sur le passé, dans l'invention de soi, est impossible dans ce cas-ci, parce que l'Europe est dans ce monde postcolonial et que ce monde postcolonial est en elle. Que c'est dans un tel monde que l'invention de l'Europe s'effectue. Et qu'au nom de l'avenir, précisément, il est important de tenir compte de la mémoire coloniale. Je l'ai dit, c'est tout le sens de la démarche du président Macron, d'une politique dite mémorielle, lorsqu'il déclare le colonialisme un crime contre l'humain, à une époque où il n'était encore que candidat à la présidence française et pas encore président. Lorsqu'il demande des rapports également, d'abord sur la guerre d'Algérie, le rapport de Benjamin Stora. Deuxièmement, sur les objets d'art africains qui ont été le plus souvent arrachés par la violence coloniale à la terre africaine pour être entreposés dans des musées ethnographiques en Europe. Je fais ici référence, bien sûr, à l'étude qui a été menée par Felwine Sarr et Bénédicte Savoie, à la suite du discours prononcé par le président Macron à Ouagadougou le 28 novembre 2017. Troisième type de rapport, celui sur le rôle de la France dans le génocide des Tutsis du Rwanda. Cette dernière question a fait l'objet d'une rencontre récente à Kigali, qui a été une rencontre absolument tout à fait remarquable. Non pas seulement par le fait que la France, par la voix de son président, a rompu avec l'attitude de déni où elle s'était enfermée, mais aussi et peut-être surtout par l'accueil bienveillant que lui a fait le président Paul Kagame, lui que l'on sait absolument intraitable sur tout ce qui touche à la mémoire du génocide du Rwanda. Alors, il n'y a pas que la France à être concernée par cette confrontation avec le passé et la question d'une politique mémorielle postcoloniale. Elle concerne toute l'Europe. Ainsi, au moment où je rédige les remarques qui constituent ma contribution actuelle à notre conférence, les journaux parlent pratiquement tous les jours de l'Europe aux prises avec les blessures de la mémoire. Il est par exemple beaucoup question ces jours-ci en Belgique de la reconnaissance du crime contre l'humain que fut le traitement réservé par l'État belge durant la colonisation aux enfants métis de la colonie du Congo, qui aujourd'hui demandent réparation. Et la date de notre présent colloque coïncide aussi, à quelques jours près, avec l'anniversaire du massacre du 17 octobre par la police française à Paris même de manifestants pour l'Algérie indépendante. Sur un plan moins dramatique que ces événements-là, la question de la restitution à l'Afrique de son art continue de faire l'actualité dans une Allemagne qui a récemment décidé de rendre au Nigeria un nombre important de ces objets célèbres qu'on appelle bronze du Bénin, et qui ne sont pas toujours en bronze. Et c'est également l'actualité dans une Grande-Bretagne où le British Museum, quant à lui, fait de la résistance sur la question de la restitution.
laquelle question est discutée en revanche aussi par des musées en Belgique, en Hollande et ailleurs en Europe. Toutes ces discussions et cette actualité montrent ce que je disais tout à l'heure, illustre ce propos selon lequel l'invention de soi par l'Europe se fera dans un monde postcolonial où il s'agit aussi de mener cette politique mémorielle. Je m'arrête maintenant sur cet exemple de politique mémorielle qui est la restitution des objets d'art africains, car il me conduit à un autre chapitre de mon propos et me fait passer de la mémoire à l'ouverture de l'avenir. Je vois en effet dans cette question des arts africains l'emblème, le modèle sur le plan des arts de ce que peuvent et doivent être plus généralement des relations à réinventer entre l'Afrique et l'Europe au XXIe siècle. Cette réinvention est la proposition sur laquelle s'est conclu le rapport écrit par Achille Mbembe au terme de sa mission dont j'ai parlé tout à l'heure. Et c'est dans le même sens que conclut aussi l'ouvrage « Restituer le patrimoine africain » coécrit par Bénédicte Savoy et Felwine Sarr, lorsque ces auteurs parlent des objets à rapatrier comme étant des lieux de la créolisation des cultures et des médiateurs pour une nouvelle relation entre la France et l'Afrique, on peut dire plus généralement l'Europe et l'Afrique. Il ne s'agit pas en effet, dans cet acte de réparation mémorielle qu'est la restitution des objets d'art africains, d'un jeu à somme nulle où ce que gagnent les musées du Sud et ce que perdent les musées du Nord, mais bien plutôt de renouveler totalement la signification de ce que l'on a appelé le musée encyclopédique, en considérant qu'il s'agit de constituer celui-ci non pas dans l'accumulation en un seul espace impérial des arts créés par des cultures plurielles, mais dans une circulation des objets migrateurs et médiateurs que sont devenus les objets arrachés au continent africain, et dont la restitution aura permis que les musées africains soient de manière égale et dans la réciprocité des agents et des partenaires. Partenaire est ici un mot important, car dans la refondation des relations, il est aujourd'hui demandé à l'Europe qui s'invente de voir en l'Afrique un partenaire engagé lui aussi dans le mouvement de son invention. Il s'agit donc aussi, pour revenir au thème du regard, de convertir celui porté sur l'Afrique par l'Europe en particulier. Cette conversion a commencé à se produire. L'Afrique n'est plus, ou alors est de moins en moins, ce continent dont on estime que sa seule relation au reste du monde est une relation humanitaire, un continent qu'il faut assister et pour lequel il faut s'attendre toujours à ce qu'il soit frappé par la dernière en date des catastrophes. C'est ainsi que l'Union européenne a commencé à mettre en place une politique africaine qui cesse de voir le continent sous le prisme simple de la relation entre donateurs et bénéficiaires, pour s'inscrire au contraire dans le mouvement de l'invention de soi par l'Afrique, qui est en train de se constituer aujourd'hui en une zone continentale de libre-échange, ZLECA, ou comme cette zone s'appelle. Une traduction concrète de cette conversion du regard est la décision qui a été prise il y a 2 ans par la nouvelle Commission européenne mise en place en 2019 de ne plus avoir un commissaire qui serait chargé du développement et de lui substituer au contraire un commissaire en charge des partenariats internationaux en général, des partenariats avec le continent africain en particulier. Le plus important est de viser aujourd'hui une
ce que j'appellerais une continentalisation de la relation Europe-Afrique. C'est-à-dire, et c'est là également une des conclusions majeures de la réflexion conduite par Achille Mbembe, de voir cette relation comme une relation entre l'Europe comme continent et l'Afrique comme un continent qui s'invente aujourd'hui un agenda panafricain. Il appartiendra au prochain sommet entre l'Europe et l'Union africaine qui doit se tenir, je crois, en 2022, à un moment où l'Union européenne sera elle-même sous présidence française. Il appartiendra donc à ce sommet de poser des actes de refondation qui aillent dans la direction que voilà. Il est question donc aujourd'hui de construire un nouveau récit commun, un nouveau narratif, pour s'adapter à un contexte qui, d'une part, a vu l'Afrique passer du statut de « hopeless continent », selon une couverture du journal The Economist publiée en mai 2000, à celui de « rising continent », pour citer un titre du même journal publié 10 ans plus tard, et d'autre part, un contexte qui est marqué par une compétition entre puissances qui menace le rôle de l'Europe comme premier partenaire de l'Afrique. Mais au-delà de l'économie, une dimension essentielle de ce nouveau narratif à produire dans la co-invention de l'Europe et de l'Afrique, et c'est sur ce point que je terminerai, sera celle des valeurs et de l'invention d'un nouvel universalisme. Il s'agira sur ce chapitre également de se départir d'une distribution convenue des rôles entre une Europe qui serait naturellement le lieu de l'universel et donc un donateur, et une Afrique qui serait naturellement et éternellement bénéficiaire. Regardez l'universalisme européen. Depuis la position décentrée dont parlait Simone Veil, ce n'est pas lui opposer des particularismes. C'est dire que l'universel se construit ensemble depuis le pluriel du monde et à l'épreuve de ce pluriel. D'ailleurs, ce pluralisme est d'abord interne à l'Europe elle-même, comme il est naturel. Et en ce sens, la notion d'un universalisme européen est d'une généralité qui simplifie beaucoup. Il n'est ici que de prendre, par exemple, la valeur de la laïcité, sur laquelle le discours de la France sur son universalisme repose en grande partie, pour constater qu'elle est certes universelle, mais qu'elle est aussi plurielle, y compris à l'intérieur même de l'Europe. Les laïcités en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne ou en Scandinavie, ou la laïcité au Sénégal, sont au pluriel parce que leurs histoires ne sont tout simplement pas identiques. Emmanuel Wallerstein a parlé de la fin de l'universalisme européen dans son livre L'universalisme européen, indiquant que le monde était arrivé à un stade où l'universalisme européen n'avait plus cours. Encore une fois, il s'agit toujours du même discours de la provincialisation de l'Europe, ou plutôt du décentrement de l'Europe. On peut en effet parler de la fin d'un certain universalisme, celui que le philosophe Merleau-Ponty a appelé un universel de surplomb. Merleau-Ponty est un auteur sur lequel je reviens beaucoup parce que j'estime que c'est l'auteur qui a tenu compte le plus nettement de ce basculement du monde colonial à un monde post-colonial. L'idée qui est la sienne est que l'irruption sur la scène de l'histoire des nations anciennement colonisées, c'est l'irruption désormais du pluriel de langues et de cultures toutes équivalentes dans le monde. Et par conséquent, le discours traditionnel d'un universel qui serait un universel de surplomb, dont le lieu naturel serait l'Europe, n'a plus de signification véritable dans un monde comme celui-là.
Au contraire, dit Merleau-Ponty, il faut aujourd'hui penser, apprendre à penser un universel qu'il dit horizontal ou latéral, c'est-à-dire un universel de rencontre et un universel de dialogue. Et la métaphore qu'il emploie pour exprimer cela, c'est la métaphore de la traduction. Il s'agit de pouvoir passer d'une langue à l'autre, de faire se rencontrer les langues, et la seule rencontre possible entre les langues, c'est évidemment la traduction. Dès lors qu'il n'y a plus une langue qui serait tout naturellement l'incarnation du logos universel, la rencontre entre langues se fait par la traduction. Umberto Eco a dit cette parole qu'il est à propos de citer ici dans une conférence consacrée à l'invention de l'Europe. La parole suivante: la langue de l'Europe, c'est la traduction. De manière plus générale, ainsi que l'a dit l'écrivain kényan Ngugi wa Thiong'o, la langue des langues, c'est la traduction. C'est ainsi donc que Merleau-Ponty a appelé à passer d'un universel qui serait de surplomb à un universel qui serait latéral, invitant ainsi à l'exploration de cet universel latéral, de cet universel de la rencontre qui se forge ensemble dans le dialogue pour affronter les défis communs. C'est autour de cette idée, me semble-t-il, que la notion d'un axe européen-africain, euro-africain ou eurafricain, d'un mot qui n'a plus cours beaucoup aujourd'hui. L'une des traductions d'un tel axe sera l'invention d'un partenariat entre l'Europe et l'Afrique, un partenariat pour affronter le défi du changement climatique, le défi du développement inégal, le défi de la crise migratoire et le défi qui les résume tous finalement de ce que Léopold Sédar Senghor a appelé un ordre d'injustice entre le Nord et le Sud. Je voudrais m'arrêter sur ce point en vous remerciant de votre attention, en m'excusant encore que mon intervention ne soit que par vidéo et en m'excusant du ton que j'aurais probablement pris, parce que parler à mon téléphone ne m'est pas une chose tout à fait naturelle. C'est ce que j'ai été obligé de faire. Merci encore infiniment.